Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors Incorrectible, il a assurément été notre invité de la semaine dernière, Daniel Guichard. Une simple séquence de quelques secondes sur 2 heures d'entretien a enflammé tous les médias, de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna à Jean-Marc Morandini en passant par les grandes gueules de RMC. La séquence a fait le tour du PAF. Et quelle séquence, rendez-vous compte, Daniel Guichard y indiquait s'être inscrit dans un centre de tir après que je lui ai demandé ce qu'il pensait du vivre ensemble. Aussitôt, le débat sur l'autodéfense était lancé. Même le prestigieux Figaro y a consacré sa une mercredi dernier. C'est vous dire que nous ne sommes pas peu fiers à notre petit niveau d'être des lanceurs d'alerte, sans doute. Mais avant tout, un immense merci à vous, notre public qui nous suivez toujours plus nombreux sur YouTube, qui vous abonnez, likez nos vidéos, c'est très important pour le référencement. Et merci plus encore à nos contributeurs sur Utréon qui, comme chaque semaine, auront droit à un bonus de liberté d'expression en fin d'émission. C'est un peu comme sur Twitter, notre badge bleu à nous, certifié des Incorrectibles, celui grâce auquel on pourra pérenniser cette chaîne et garder notre indépendance. Au passage, merci également à Kalos, notre partenaire, qui nous aide également, donc je le disais, à financer la production de ces émissions. Vous trouverez d'ailleurs en description de cette vidéo un lien et un code promo pour vos achats sur le site de Kalos. Et je n'en aurais pas fini avec les remerciements si je ne citais pas Martin Hirsch, qui donc nous attaquait une nouvelle fois en appel, donc pour diffamation. C'était Juan Branco et moi, et le pauvre, une nouvelle fois, il a été condamné, en tout cas débouté. Il nous devra 1000 €, mais bon, comme c'est avec, a priori, l'argent de la PHP, ça doit être facile de faire des procès. Alors, notre invité, cette semaine, promet encore de faire parler. Après Daniel Guichard et la polémique de la semaine, je le disais, c'était une évidence de l'inviter. Rendez-vous compte, candidat reconquête aux dernières élections législatives, ce policier avait pendant la campagne décidé d'inviter des journalistes à un atelier de tir. L'objectif, sensibiliser aux vies brisées des policiers qui se sont vus contraints d'utiliser leur arme à feu. Il souhaite aussi sensibiliser au problème de la légitime défense. Il nous en reparlera dans un instant. Mais en tout cas, c'était un simple policier anonyme il y a encore 1 an. Mais comme l'écrivait Marianne, quelques mois auront suffi à ce policier avec son physique de culturiste, ce que dit Marianne, sa chaîne dorée autour du cou sur t-shirt noir, pour déborder sur YouTube les syndicats de police avec sa chaîne Touche pas à mon flic. On est donc ravis de le recevoir. Bruno Attal, bonsoir. Bonsoir. Alors Bruno Attal, vous êtes une figure désormais connue du débat public et du parti Reconquête d'Éric Zemmour, mais on en sait finalement très peu sur vous, sur votre vie et votre parcours. Alors comme c'est la tradition ici, on va commencer dans cette première partie, si vous le voulez bien, par vous poser quelques questions pour permettre à ceux qui nous regardent d'en savoir plus sur vous. Alors pour commencer, vous êtes né donc il y a plus de 49 ans à Paris. Tout d'abord, à l'échelle d'une vie, si j'ose dire, quel souvenir vous gardez de cette enfance? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors on était une fratrie de 4 frères. On vivait dans un 2 pièces de 35 mètres carrés à Paris. J'étais donc assez jeune. Et puis du jour au lendemain, mon père était un gros joueur de tiercé. Donc on vivait comme des pauvres. Et on était pauvres de toute façon, même s'il gagnait bien sa vie, mais bon. Et puis à l'âge de 10-11 ans, on est parti à Garges-les-Gonesse. Et là, on pensait que mon père avait gagné au tiercé, puisqu'on vivait dans 35 mètres carrés avec un vieil immeuble, pas de double vitrage, pas de chauffage au sol, petite cuisine d'1 mètre carré, voilà, et mes parents dormaient dans le salon et nous dans la chambre. Et on pensait qu'il avait gagné au tiercé parce qu'on s'est retrouvé dans 140 mètres carrés avec un parquet, avec une baignoire, avec le double vitrage. Pour nous, c'était l'Eldorado, les cités. Alors, c'est vrai que c'était une grande barre HLM de Garges-les-Gonesse, mais tout ce que vous entendez dans les médias, comme si on avait parqué des gens dans des lieux insalubres, moi, je peux vous dire que cet appartement de 140 mètres carrés, on avait chacun notre chambre, on avait un gros salon, salle à manger, on avait le vide ordure. Pour nous, tout était nouveau. Bon, après, la vie à Garges-les-Gonesse a été un peu plus compliquée, parce que quand vous êtes d'origine juive... Vous avez vu la banlieue... Ah oui, pardon, voilà. Je vous ai interrompu. Quand vous êtes de confession juive, c'est ça? Quand vous êtes d'origine juive, ça posait pas trop de problèmes quand j'étais à l'école à Paris, mais quand on est arrivé à Garges-les-Gonesse, rien que le mot Attal, déjà, c'était des bagarres. Enfin, on m'attendait à la sortie tous les soirs, mes frères et moi, pour en découdre. Donc ça nous a endurcis. Mais ça restait quand même... c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ça n'a fait qu'empirer. Moi, j'y vois plutôt des belles années, même si le début a été très difficile. Mais ça a été quand même de belles années, mine de rien. Vous avez vu la banlieue changer?
Ouais, moi je suis arrivé, c'était le collège Paul-Éluard, donc à Garges-les-Gonesse, et il y avait déjà, c'était le premier prof qui s'était pris un coup de couteau, un prof de chant, je me souviens. Donc c'était quand même déjà très violent, mais bon, après j'ai réussi à faire mon trou. Ça s'est plutôt bien passé. Surtout au collège. En collège, vraiment, on était une classe. Moi, j'étais un peu un fanfaron, mais j'étais toujours le plus grand, le plus balèze, donc ça se passait plutôt bien. Et puis après, je suis parti dans une école. J'étais pas très bon en études. Hein. Alors certains médisants vont dire que c'est normal, il est flic. Mais voilà, j'étais pas un passionné de l'école, donc j'ai quitté l'école assez tôt. J'ai commencé à bosser assez tôt. Vous diriez que c'était mieux avant? On a l'habitude d'entendre souvent ça. Oui, c'était mieux avant. Évidemment que c'était mieux avant. Aujourd'hui, d'être juif dans le 93, dans le 95, de toute façon, tous ces gens sont partis. Ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, maintenant, ce sont les Français de souche qui partent. C'est intéressant, ça. Quel regard vous portez justement sur l'évolution de la place des Juifs en France? Écoutez, il y en a beaucoup qui partent en Israël. Moi, j'ai mon petit frère qui est parti en Israël parce que, après l'affaire Mera, il faisait des tours de garde parce qu'il ne pouvait pas mettre ses enfants dans une école publique puisqu'il se faisait traiter de sale juif à chaque fois, donc il fallait les changer d'école. Et donc il a été obligé de les mettre dans une école juive. Et finalement, avec l'affaire Mera, il a eu très peur pour ses enfants. Et puis il a été obligé de partir en Israël. Et son seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt, parce qu'aujourd'hui, il vit malgré tout en sécurité, ce qui n'est pas le cas de la communauté juive des banlieues. Alors, après, vous allez me parler du CRIF, ce sont les bourgeois juifs, eux, qui habitent dans les beaux quartiers, qui ne voient rien de ça et qui font leur beau dîner tous les ans avec un président de la République, mais qui ne voient pas vraiment la souffrance des juifs qui n'ont pas de sous comme nous, qui sommes pauvres et qui vivons vraiment un enfer. Moi, j'ai vécu en 2014, par exemple, la manifestation pro-palestinienne, et ils voulaient brûler du juif, quoi. C'était la guerre. Moi, je me souviens, on nous avait appelés en disant ouais, ils vont attaquer la synagogue de Sarcelles, et s'il n'y avait pas eu les CRS devant, il y aurait certainement des morts. C'est quoi la plus grande menace pour les Juifs de France aujourd'hui? C'est l'islamisme. C'est une évidence, mais c'est même pas qu'en France. Hein. Mais les Juifs sont toujours les premiers qu'on attaque, et finalement aujourd'hui, on a commencé par Mera avec l'école juive ou l'hypercachère, des choses comme ça, et puis après ça arrive au Bataclan, c'est-à-dire que le Juif est le premier qu'on attaque en général, et puis ensuite vous avez le mécréant, donc l'autre, et donc ça a été le Bataclan, ça a été le Stade de France, ça a été c'est cette logique de l'islamisme. Finalement, on s'aperçoit que le juif, c'est que le début, Et on le voit maintenant, et maintenant tout le monde est menacé. C'est pour ça que chez Éric Zemmour, ils appellent ça un francocide, parce qu'aujourd'hui c'est le français, c'est le mécréant qu'on a envie de se faire. Alors on va y revenir à Éric Zemmour dans un instant, mais si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on prenne le fil de votre vie. Bruno Attal, comme je le disais, vous êtes entré à l'âge de 25 ans dans la police, d'abord comme adjoint de sécurité, dont l'appellation a changé, je crois, puisqu'on parle aujourd'hui, je cite, de policier adjoint. Puis vous avez tenté et réussi le concours de gardien de la paix. Alors d'abord et peut-être avant tout, pourquoi cette vocation dans la police ? Alors j'avais fait l'armée, à l'époque on faisait l'armée, c'était en 94, j'avais fait l'armée dans la police et j'avais tout de suite compris que c'était le métier que je voulais faire. Et je suis un réel passionné de ce métier, et donc j'ai fait adjoint de sécurité. Alors comme j'étais pas très bon à l'école, petite anecdote où je savais pas faire une dissertation, je savais pas ce que c'était thèse, antithèse, synthèse, et donc j'ai raté 2 fois le concours, et un pote m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je me suis retrouvé 30e sur 15 000 candidats. Et puis après, c'est le plus beau métier du monde, mais vraiment. Et j'ai vécu des choses tellement extraordinaires en tant que policier. Je l'ai dit une fois, mais moi je veux pas de la vie de Johnny Hallyday, je veux pas la vie de Johnny Depp. Moi je veux ma vie de policier, qui me manque énormément aujourd'hui, parce que je suis au syndicat maintenant, et donc je suis plus sur la voie publique, et c'est quelque chose qui me manque parce que... Vous n'êtes plus sur le terrain, quoi. Non, voilà, je suis plus sur le terrain. J'ai demandé à mon administration de pouvoir être un peu sur le terrain, elle le veut pas. Je suis pas en très bon terme avec mon administration. Et donc voilà, j'aimerais que chaque citoyen puisse faire 10-15 jours dans la police et comprendre ce que c'est le métier de policier. C'est quoi le quotidien d'un policier ? Le quotidien d'un policier, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans la seconde. Vous voyez, par exemple, moi, une fois, j'ai été chef de poste, je peux vous raconter 1000 histoires, mais là, il y en a pour 10 heures. Hein. Et puis, il y a un gars qui arrive avec une hache, et il me dit, je viens de couper le bras de mon voisin. Alors que vous étiez là, tranquille, ou alors vous allez sur un accident de voie publique, et vous devez récupérer un gamin qui est mort. Ce qui vous arrive, c'est toujours de l'extraordinaire. Alors bien sûr, il y a le train-train quotidien, mais d'arriver sur un différend familial, vous voyez, c'est assez quand même souvent, et de savoir que la décision que vous allez prendre, elle va influer sur la vie des gens. Et cette responsabilité-là, elle est lourde, et
Et quand vous êtes un bon flic, quand vous estimez être un bon flic, eh ben, vous travaillez pour l'intérêt général, vous travaillez pour ces gens-là. Et c'est tout ce qu'on a perdu aujourd'hui en France, et c'est pour ça que je suis rentré dans le syndicalisme, et c'est pour ça que j'ai pris même 2 ans de disponibilité, c'est qu'aujourd'hui notre administration n'est pas là pour faire du qualitatif, pour aider les gens, ou pour sanctionner les mauvais, mais elle est là pour faire du chiffre, elle veut faire juste du quantitatif. Et c'est mon réel combat, c'est ça, c'est d'arrêter de faire ces statistiques qui polluent la vie des policiers, juste pour que notre ministre puisse s'envoyer des fleurs sur sa prochaine conférence de presse. Le métier, il a changé depuis votre entrée dans la police dans les années 90. Ouais, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Moi, j'ai connu justement en 94, je crois que c'était à l'époque de Pasqua, où je raconte souvent ce genre d'histoire, mais un gamin qui faisait une connerie, qui écrivait des conneries dans une cabine téléphonique, on le prenait par l'oreille, on lui mettait un coup de pied au cul, et puis ensuite on le ramenait à ses parents, qu'on mettait un deuxième, et il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas tout ça, vous voyez. C'était ça la police de proximité. La police de proximité, c'était rentrer dans un café, serrer la main du barman, il vous offrait le café, il vous donnait des informations, le petit là-bas, je crois que la mobilette elle est volée. C'était ça la police de proximité. Et on nous l'a enlevé, on nous l'a enlevé, et pour nous mettre une fausse police de proximité où on nous demandait d'aller serrer la main des voyous, où on changeait toutes les statistiques. On faisait par exemple, à l'époque de Jospin, ils avaient inventé la main courante judiciaire. C'était une fausse plainte qui ne rentrait pas dans les statistiques. On vous pétait votre rétroviseur, vous faisiez une main courante judiciaire au lieu d'une plainte. Donc du coup, boum, 30% de plaintes en moins, vive la police de proximité. Mais tout était faux. On nous demandait, moi je vous promets, c'est vrai, qu'on me demandait de ne pas interpeller les dealers derrière à Goussainville. J'ai bossé à Goussainville, donc on savait qui dealait, c'était derrière le commissariat. Et donc on nous demandait d'aller leur demander comment allait le business. Ça va, ça travaille, ouais, là c'est calme en ce moment. Il fait froid, donc on vend moins. Mais vraiment, c'est ce qu'on nous faisait. Et quand vous êtes flic, vous devez vous taire, puisque tous les syndicats, sont à coquiner avec le pouvoir en général. Vous conseilleriez aux jeunes qui nous écoutent de s'engager dans la police ? Mais oui. Oui, de fou, parce que même si c'est difficile, c'est ces petits moments de vie où vous allez sanctionner, interpeller un voyou, alors même s'il va être mis dehors tout de suite, il faudra passer à autre chose, et c'est l'expérience qui fait que vous passez à autre chose, mais de faire le bien. Voilà, d'être là, d'être présent. Vous savez, quand vous avez une victime qui voit la police qui arrive, je peux vous dire qu'il y a des yeux, elle vous regarde comme le Messie, comme Zorro, comme le Sauveur. Et donc, et souvent, nous, on est hyper frustrés. C'est compliqué d'être policier parce qu'on sait qu'on va faire semblant, on va interpeller l'individu et on va lui faire croire qu'il va être puni, qu'il va avoir un procès. On va lui faire croire qu'on va essayer de bien s'occuper d'elle, alors que le code de procédure pénale nous dit « vous occupez surtout pas de la victime, occupez-vous d'abord de l'auteur. Offrez-lui un avocat gratuit, offrez-lui un médecin gratuit même s'il n'est pas malade, faites-le appeler quelqu'un de sa famille. Voilà, vous êtes là, il est dans un cocon, l'auteur, il faut surtout le surprotéger. Et la victime, tu feras la queue à l'hôpital, et puis après tu feras la queue aux unités médico-judiciaires. Passe après l'auteur. Ah oui, dans le code de procédure pénale d'aujourd'hui, mais c'est affolant. Et la victime, donc voilà, on joue la comédie en disant ouais, vous inquiétez pas, il sera poursuivi, tout ça, mais lui il a l'avocat gratuit, la victime n'en a pas, donc elle doit payer son avocat, elle doit payer ses soins. Et moi j'ai déjà fait par exemple des confrontations, parce que le parquet demande une confrontation quand vous avez 3 témoins, enfin c'est quand même fou, où la victime, elle n'a pas d'avocat, et le mis en cause en a un gratuit. Même pour manger, c'est-à-dire que même s'il a de l'argent, même s'il a les moyens, vous lui payez sa bouffe. Alors que et nous on avait même comme instruction, j'étais en police judiciaire du 9e, c'est le petit judiciaire, où on avait interdiction de raccompagner les victimes. C'était pas notre boulot de raccompagner les victimes. Moi j'ai pris un avertissement pour ça. Parce que je dis lors de questions, et encore je peux vous raconter 50 000 trucs où nous les policiers on se met en danger parce que nos députés font pas le travail. Et donc on se met en danger sur des procès-verbaux ou sur des choses qui sont entre guillemets interdites. Parce que quand on a la victime en face de nous, on est obligé un peu de zigzaguer pour... je vais vous donner un petit exemple. Sur un vol de sac à main, un individu, on l'interpelle, on voit tout ce qui se passe. Vous avez le sac à main de la victime, de la mamie. Elle a sa carte d'identité, elle a son téléphone, elle a ses clés. Le mec qu'on a interpellé, il parle pas français. Donc on ne peut pas lui rendre son sac à main à la dame. Il est 3h du matin. On ne peut pas lui rendre parce qu'il faut demander à celui qui a volé le sac à main s'il veut bien le restituer. Mais comme il ne parle pas français, il nous faut un traducteur. Donc quand vous êtes policier, vous faites quoi? Vous avez le sac à main et la victime vous dit « Mais comment je vais rentrer chez moi, monsieur? Il faut que j'appelle ma famille, monsieur, rendez-moi mon téléphone, rendez-moi mes clés. » Mais si je fais ça, madame, moi je fais un fou, moi, madame. Si je fais ça, c'est moi qui vais être placé en garde à vue, madame. Ça, c'est le quotidien d'un policier qui doit zigzaguer toute la journée parce que nos députés ne font pas le travail.
Et des histoires comme ça, j'en ai 50 à raconter. Alors on le voit, vous êtes fier d'être policier, pourtant, là, je vous pose cette question justement un peu provoque, on voit de plus en plus de manifestants les insulter et leur expliquer que leur métier est horrible. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre et justement, est-ce que ça doit vous toucher quand vous voyez ça ne me touche pas du tout parce que vous appelez ça des manifestants, moi j'appelle ça des racailles. Donc moi j'ai connu le temps où on manifestait et voilà, il y avait un règlement dans une manifestation, il faut la déclarer. C'est en effet pas la majorité des Français sûrement, hein, ça je précise. Hein. Mais vous savez, c'est pas ce qu'on entend le plus. Mais c'est exactement ça. Moi, vous savez, mon syndicat France Police Policiers en colère, nous on était les seuls à être pro-gilet jaune. Mais pour nous, un gilet jaune, c'était une personne qui avait du mal à joindre les deux bouts, qui souffrait et qui ne trouvait que cette solution que d'aller manifester pacifiquement, qui était sur les ronds-points. C'était pas une racaille qui met un gilet jaune. Une racaille qui met un gilet jaune et qui pète un abribus, c'est pas un gilet jaune. Donc ceux qui nous insultent et ceux qui nous qui sont des délinquants, pour moi c'est une médaille qu'un délinquant me déteste. Enfin c'est un peu le but du jeu, ça, depuis que le monde est monde. Le voyou déteste le policier. Enfin, et encore même pas. Avant, il y avait un certain respect avec les policiers, même avec les voyous. C'est quoi votre plus beau souvenir de flic, Bruno Attal? Plus beau souvenir de flic. Alors, j'ai déjà raconté, mais c'est vrai que c'est tellement fort cette histoire. C'est le 14 juillet, sur l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais où j'étais. Et donc, du coup. Sur le moment, tout le monde pensait que c'était un attentat avec des tirs de Kalachnikov parce qu'il y a des gens qui jetaient des pétards, c'était le 14 juillet. Et donc les gens nous appelaient, et donc c'est surtout les appels 17, il y a des gens avec des Kalachnikov qui tirent sur tout le monde. Et donc là, tous les policiers, moi j'étais à la police aux frontières, donc il n'a rien à voir, moi je n'étais pas en fonction. Hein. Et là, j'ai tous mes collègues de la police aux frontières qui ne sont pas normalement rappelables, qui ont embrassé leurs femmes, qui ont embrassé leurs enfants, qui sont partis, qui savaient qu'ils se mettaient en danger, qui allaient chercher leurs armes pour partir au front avec un petit six-hour contre des Kalachnikov. Ce qui veut dire que l'intention des policiers, et tout le monde est venu. Et moi j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Moi après on s'est aperçu que c'était le camion fou, le camion du terroriste qui avait tué plus de 80 personnes. Mais sur le moment, vous imaginez le père de famille qui reçoit un SMS, il y a des mecs qui tirent à la calache sur la promenade des Anglais. Et le premier instinct du policier qui était à la police aux frontières, que c'était pas son boulot, il travaillait en aéroport, il travaillait au centre de rétention, il a embrassé sa femme et ses gosses et il est parti à la guerre, quoi. Et finalement, arrivé là-bas, comme il y avait beaucoup d'effectifs, on leur a demandé de garder les cadavres de toute la promenade des Anglais. Et donc, ils gardaient les cadavres parce que vous avez tous les journalistes, tous les vautours qui étaient là pour prendre la photo du gamin coupé en deux, quoi. Donc un bel hommage à mes collègues et c'est pour ça que je vous dis, on a vraiment le plus beau métier du monde parce que même s'il y a du différent, même ceci, cela, quand faut y aller, je peux vous dire que voilà, on est solidaires et on y va. On entend souvent que les policiers français seraient mal formés, que le temps consacré à leur formation serait bien trop court. Est-ce que c'est aussi votre avis? Vous gardez un bon souvenir de l'école de police, vous? Très mauvais, la plus mauvaise année de ma vie. Non, l'école de police, on vous apprend à la fermer. Pourtant, à une époque, on disait que la France était avait la meilleure police du monde. Je pense qu'elle l'avait. Alors déjà, en police judiciaire, on a certainement la meilleure police du monde. En maintien de l'ordre, on avait la meilleure police du monde. Après, au niveau de la formation, en gros, l'école de police, de mon point de vue, 6 mois suffirait. Ce qu'il faut, c'est une vraie formation continue. Moi, par exemple, j'ai 25 ans de police. Vous savez combien j'ai fait de stage en 25 ans? 0. C'est-à-dire que j'ai pas été perfectionné, pour pas mentir, c'est peut-être en LRP, le logiciel pour faire des procédures, mais sinon, on n'a aucun stage. Et donc cette formation-là, elle doit être en continu. Alors qu'on nous envoie en école de police pendant 1 an, où les 2 derniers mois, on joue aux cartes. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on a fait 1 an de stage. Et pareil, et le premier truc qu'on dit à un policier qui arrive dans un commissariat, qui sort de l'école de police, on lui dit, bon, tu vois tout ce que tu as appris, t'oublies tout et tu fais comme nous. Donc voilà. Donc, je pense que l'école de police, c'est d'abord l'échafaudage, c'est la structure, tout ce qui est liberté publique, tout ça c'est très important, mais ensuite vous l'apprenez sur le terrain avec les collègues et puis ensuite vous formez. Et puis surtout aussi peut-être aussi, je vais vous donner un exemple, vous faites 1 an de police d'école de police et on va vous trouver un poste à garder une barrière pendant X années. Donc vous allez tout perdre. Donc il faudrait peut-être professionnaliser certains métiers dans la police, comme la CRS autoroutière, comme la police judiciaire, comme la police aux frontières, où c'est pas vraiment le même métier. Mais dès que vous sortez, c'est le même enseignement pour tout le monde, et vous arrivez ensuite, et selon le service où vous allez aller, ce que vous avez appris, ça va pas vous servir ou ça va vous servir.
Alors Bruno Attal, vous avez souvent aussi mis en lumière et dénoncé les dessous de la police. On est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, donc il n'y a pas de sujet tabou. Je pense notamment aux manipulations des statistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et surtout, est-ce que vous diriez, comme on l'entend souvent, que le problème vient peut-être des élites policières? Ah mais c'est exactement ça. Tout est faux. Tout est faux. Voilà, c'est simple. On nous demande de faire la statistique. Oui, mais on nous le demande, mais on ne nous demande pas de mentir. On va nous dire, je vous donne un exemple, je suis toute la journée sur un accident de la route, vous avez des gens encastrés, il faut les décastrer, enfin il faut les désencastrer, pardon. Vous avez, ça va vous prendre toute une journée. Parce qu'après vous avez votre PV, vous avez il y a toute une procédure qui est très longue. Si vous avez fait aucun PV ce jour-là, votre chef va vous dire, oui mais t'as pas verbalisé aujourd'hui. Ben non, j'étais sur. Oui mais bon, pour les stats, tu dis que t'en as fait 2. On triche tout le temps. On triche tout le temps. J'ai de très bons exemples. Tiens, par exemple, vous savez, avec les rodéos urbains, quand vous faites un contrôle routier, on vous demande de marquer contrôle routier anti-rodéo urbain. Alors que c'est pas du tout ça, c'est un contrôle routier. Pour qu'ensuite on vous dise, waouh, on a fait X contrôle, voilà. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Est-ce qu'il y a des affaires dont la presse n'a jamais parlé, mais dont vous aimeriez parler, Bruno Attal? Ouais, mais là, c'est l'occasion ici, hein. Personne ne vous censurera. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à la brigade des stupes, j'ai jamais raconté celle-là, mais j'espère que je vais dépasser Daniel Guichard là, si je vous raconte ça. Ah bah allez-y. Donc on avait, c'était la sûreté qui nous demandait de l'aide pour aller interpeller un gars très dangereux qui était recherché pour homicide. Bref, on arrive et puis il n'était pas présent et on trouve 5 kilos de shit et un fusil à pompe qui nous attendait derrière. Et finalement, cet appartement appartenait à la première secrétaire d'un parti politique très très connu. Et donc on a fait toute la procédure. On a travaillé peut-être 6 mois sur cette procédure. Et vous éveillez ma curiosité. Et cette secrétaire, son boss, est devenu président de la République après. Voilà. Et donc un jour on reçoit un appel du juge d'instruction qui nous dit vous mettez tout de suite fin à la commission rogatoire et vous me la renvoyez. Voilà. Et en plus, le gars, on avait réussi à l'interpeller, donc on avait une grosse affaire de. C'était pas de la coke, je crois que c'était de l'héros, ouais. C'était celui qui balançait toute l'héros dans le 93. Et donc on avait fait des écoutes, on avait vraiment bossé sur ce dossier, puis on l'a fermé parce qu'on nous a trouvé un vice de procédure. Voilà. Il y a des sujets tabous dans la police? Non, ouais. Non, franchement non. Là, vous le disiez, en tout cas, il y a une autorité qui arrive à étouffer, ou en tout cas Ah oui, mais c'est pas un sujet tabou, c'est-à-dire nous, on a fait le boulot. Après, bien sûr, c'était évident que, par exemple, quand cette personne était en garde à vue, parce qu'on a mis la femme en garde à vue, il y avait 5 kilos de shit chez elle, mine de rien, il y a un fusil à pompe, et elle hébergeait un malfaiteur. Oui, on recevait des appels des renseignements généraux à l'époque, on recevait des appels des commissaires, du ministère de l'Intérieur pour dire, voilà, il se passe quoi? Et donc c'est un grand parti politique. Allez, je vais vous donner un indice, on l'appelait Flamby. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je vois vraiment pas qui ça peut être, en tout cas, mais bon. Après, écoutez, lui, je l'accuse pas lui formellement, mais en tout cas, c'est qui n'engage que vous. Ah oui, oh là là, monsieur Hersch. Ah non, ça sera pas Hersch. Non, mais bon, c'est peut-être les fabricants de yaourts qui vont porter plainte. Bon, en tout cas, un petit mot sur la réforme de la police judiciaire engagée depuis plusieurs mois par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Un réel scandale. C'est-à-dire qu'on va déshabiller Paul pour tenter de rhabiller Jacques. En gros, vous avez la police judiciaire qui va s'occuper des crimes, du grand banditisme. Donc c'est un travail très particulier, très pointu, avec des policiers qui n'ont pas vraiment de vie privée. Ils peuvent être appelés à 3h du matin, voilà, et la technicité de leur travail, c'est vraiment très technique. Et ensuite, vous avez les polices judiciaires, on appelle ça le judiciaire des commissariats, donc tous nos collègues qui, eux, ont 300, 400 dossiers et qui ne peuvent pas travailler. Certains dénoncent, je cite, une atteinte à l'efficacité des enquêtes et à l'indépendance de la justice.
Alors ça, c'est un autre... C'est encore un autre sujet. Ouais, c'est le même sujet, mais je vais vous en parler juste après. Et donc, ce que veut faire M. Darmanin, finalement, il se dit, bon, bah attends, la police judiciaire, elle fonctionne super bien. Donc du coup, ils vont donner un coup de main aux autres. Mais les autres, ils ont 400 dossiers, donc on peut leur ajouter un gars. Bon, bah, ils en auront 350, donc ça va pas changer grand-chose. Mais sauf au détriment des homicides, au détriment du grand banditisme, du trafic d'armes, trafic de stupes. Donc c'est un grand n'importe quoi. Et ensuite, ça va être un directeur départemental, donc qui va attribuer les affaires. Alors le parquet, lui, il se dit, mais attendez, moi avant, quand j'avais une grosse affaire, c'était la PJ qui prenait. Donc aujourd'hui, c'est le directeur départemental qui côtoie beaucoup de gens qui font de la politique, des maires, des élus, qui prendra des décisions à qui attribuer ce dossier. Et il pourra mettre les mains dans le dossier. Donc voilà, donc c'est l'indépendance de la justice, oui, elle est mise en cause. Et puis nos collègues, en gros, c'est très bien parce qu'en plus, ça fait une petite guerre des polices. C'est vrai que le collègue qui est en commissariat, il souffre, lui. Parce que quand vous avez un différend familial avec un gars qui a tapé sur sa femme et que vous n'avez pas le temps de faire vraiment bien votre travail, de sortir pour faire des constatations ou des choses comme ça, vous n'avez pas le temps. Donc du coup, vous dites, bon, bah, ça serait bien que les mecs de PJ nous donnent un coup de main parce qu'eux, ils sont 8 sur une affaire. Mais oui, mais ils sont sur une affaire d'homicide. Et donc, du coup, ça fait une petite guéguerre et le ministre a réussi son coup. C'est-à-dire que les collègues se disent, bon, bah, si on a ça, tant mieux, quoi. Alors que non, il faut donner des vrais moyens en police judiciaire de commissariat, ceux qui font les vols, les agressions, enfin, tout ce qui finalement pollue la vie de nos concitoyens. Et c'est là qu'il faut mettre... Vous savez, par exemple, en commissariat, plus personne ne veut le faire, ça. Parce que vous avez 300, 400 dossiers, vous savez, c'est super compliqué de mal faire son travail, de savoir qu'on le fait mal. De savoir qu'avec quelques investigations, je pourrais retrouver le voleur, l'agresseur, mais je ne peux pas le faire. Donc non, je pense que c'est la pire réforme. J'espère qu'elle ne va pas passer. J'espère que nos collègues de la PJ vont continuer à se battre. Et nous, notre syndicat France Police Policiers en colère, on est encore les seuls à taper du poing sur la table parce que ça a été signé par les majoritaires comme d'habitude. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder encore, Bruno Attal. Autre facette de votre vie, on est dans une émission qui s'appelle, je le rappelle encore une fois, Les Incorrectibles. Donc, on aborde tous les sujets. Autre facette de votre vie qui est en général moins connue de ceux qui vous regardent et qui a été révélée par le journal Marianne, je crois, vous allez me dire si je me trompe, c'est votre investissement au sein de la communauté gay. Vous avez un temps été le rédacteur en chef bénévole d'un magazine télé gay, Equivoque TV, je crois, dirigé par votre frère, puis créé une application de rencontre gay, Nomito. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces expériences ? Alors, en gros, moi je suis un réel passionné de la police et il a fallu que je fasse un petit break quand on voit que l'administration ne nous aide pas à aider nos concitoyens. Et au bout d'un moment, je pense que n'importe quel policier a besoin de faire un break. Et j'ai fait un break de 2 ans. Puis je pense que j'avais un don de monter des boîtes. Enfin, je pense que j'ai ce truc-là. Et puis bon, j'ai eu l'opportunité de monter un magazine avec la chaîne Pink TV qui se lançait à cette époque-là. Et c'est un truc qui a super bien marché. Ou comme l'application, mais ce qu'a fait en gros Marianne, c'est qu'elle m'a outé. Moi je m'en fous parce que je sais qui je suis et j'ai aucun problème avec ça, mais bon. Non mais ça c'est intéressant. Vous voulez dire que vous n'aviez pas jusqu'alors dit que vous étiez homosexuel et c'est Marianne ouais, c'est Marianne qui m'a outé parce que moi il me pose des questions parce qu'il avait cherché donc dans mon passé et donc il a retrouvé effectivement. Il vous dit c'est le journaliste. Le journaliste, oui, donc il a retrouvé, il me pose des questions, voilà, et donc je sais pas si vous avez vu l'article, mais Bruno Attal, l'entrepreneur qui a qui vit dans le milieu homosexuel et qui donc il m'a outé tout simplement, ouais. Mais ça c'est intéressant parce que ça vous en pensez quoi c'est les coups bas des journalistes, c'est-à-dire que moi je suis personnage public depuis très peu et je vois que le journalisme c'est pas beaucoup de gens qui ont une conscience professionnelle. Ils sont là. Vous auriez envie de lui dire quoi, ce journaliste, si vous l'aviez devant vous là aujourd'hui ? Pour moi c'est des pauvres types, parce qu'en plus ils en ont rajouté, ils ont refait encore un article derrière parce que ça avait fait du clic. Non, mais pour moi c'est des pauvres types, c'est-à-dire moi, vous savez, ce que j'aime moi c'est me regarder dans le miroir et savoir que je suis un type bien. Et donc voilà, donc il y a des gens, s'ils se regardent dans le miroir et qui sont pas des... Voilà, ce sont des sales types, moi je trouve que c'est un mauvais comportement, mais bon voilà, après on va parler en politique, c'est encore pire. Donc. Alors vous avez récemment, Bruno Attal, justement, une altercation sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, puisque vous n'y allez pas de main morte non plus, vous aussi. Vous avez eu une altercation avec la députée France Insoumise, Raquel Garrido. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Bon, Raquel Garrido, c'est une adversaire politique. Donc moi, j'estimais qu'elle se comportait mal, déjà en insultant Stanislas Rigaud, en lui disant d'aller sucer la bite de son chef,
connard. Donc on rappelle un peu le contexte. Stanislas Rigaud, qui est membre de Reconquête, c'était suite Ça aurait été n'importe qui d'autre. Hein. Non, mais c'était suite à une polémique sur le plateau de Cyril Hanouna, je crois, avec Alexis Corbière, qui est accessoirement son compagnon. Il avait remis à sa place son compagnon ou son mari. Et en coulisses, Corbière. on avait vu en effet cette altercation qui était pour le moins un petit peu virulente. Oui, voilà. Et donc c'est à la suite de ça, quoi. Ah non, pas que ça. Moi, c'est simple. Quand je vois qu'une personne se comporte mal, je tweete. Elle tire sur son slip jusqu'aux oreilles en plein hémicycle. Donc je lui dis, vous êtes dans un hémicycle, comportez-vous correctement. Ça serait un homme qui tirerait sur son slip, je lui dirais pareil, qui serait même dans mon propre coach. Je lui dis, écoute, mon gars, quand même, tu représentes les Français. J'ai pas bien compris, excusez-moi, mais qui tirait sur le slip de qui? Non, parce que vous aviez Garrido, vous aviez une image où elle se lève et elle tire sur son slip. Alors c'est vrai que moi j'avais capté la vidéo et donc je l'avais retweetée. Bon, alors ça lui a pas plu, effectivement. J'ai dit, Madame Garrido, vous êtes députée de la République, comportez-vous bien. Mais après, elle racontait dans les médias qu'elle pétait au lit. Enfin, je sais pas, mais bon, après, c'est la France insoumise. Hein. Et donc du coup, vous savez comment se passe la France insoumise. Si vous attaquez une femme légitimement, vous êtes sexiste. Si vous attaquez Madame Obono, vous êtes raciste. Il n'y a jamais de débat. Vous êtes le méchant, vous êtes le facho de service. Et donc quand vous devenez un personnage public, forcément, vous avez, vous savez, les minables, les moins que rien, qui font des photomontages, qui vous insultent sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la seule chose peut-être que tous les hommes politiques, au moins, ne font pas, c'est d'aller retweeter ou d'aller récupérer des saloperies, des bas-fonds. Et donc, elle avait récupéré une personne qui avait fait un photomontage sur moi en disant, comme j'adore la Thaïlande, comme vous êtes homosexuel et aimez la Thaïlande, forcément, vous êtes un pédophile. Voilà. Donc, et là, je tombe des nuls, j'appelle mon avocat, je dis, mais tu te rends compte ce qu'elle a fait? Elle a retweeté en me posant la question, est-ce que je suis un prédateur? C'est de l'homophobie au minimum. Bon, je dis, est-ce que je renvoie le coup? Je retweete. Alors, je dis non, parce que de toute façon, ça va envenimer. 3 jours après, elle repart. Donc j'attaque Madame Simonet qui avait rendu son appartement et là elle me dit... C'est vrai qu'on n'ose pas imaginer si quelqu'un dit de droite avait osé écrire de telles choses. Non mais en plus j'ai déposé plainte, donc il y aurait une plainte contre Madame Garrido. Et parce que c'est d'une violence telle. Parce que vous avez déposé plainte donc contre Raquel Garrido à ce sujet. Oui, là c'est en cours, la procédure est en cours parce que il y a d'autres choses. Et donc votre avocate, vous disiez, vous lui avez posé des questions. Pour la première fois, on s'est dit on va pas aller parce que si on envenime la chose, moi j'ai tous les islamo-gauchistes qui m'envoient 150 messages pour traiter de sale juif, de sale pédé, c'est assez courant. Mais là maintenant il y a sale pédophile, donc voilà. Donc du coup, je dis je vais pas en rester là et donc sur un autre tweet, elle me dit mais t'es pas en Thaïlande. Et donc là, alors moi je suis pas un homme politique comme les autres, c'est-à-dire que j'ai dit moi je vais rendre les coups. Et donc comme j'ai fréquenté les nuits parisiennes pendant bien plus d'une dizaine d'années, on va dire une quinzaine d'années, donc du coup j'ai tout balancé sur ma chaîne YouTube Touche pas à mon flic. Là, alors tout le monde m'a sauté dessus. Non, tu peux pas aller dans les bas-fonds. Elle a fait ça. Écoute, elle a voulu jouer. Donc, alors au début, j'ai pas voulu faire cette vidéo. Je me suis dit parce que tout le monde m'avait convaincu de dire Bruno, ne fais pas ça. Et elle retweet parce qu'elle aime ça. Elle aime ça, Garrido. Elle retweet. Elle dit je serai devant devant YouTube à 18h. Le tweet est encore en ligne. Et je vais voir les informations que tu as, parce que tu dis que tu as des preuves. J'avais un témoin, donc je dis, là, c'est soit je suis un menteur, soit je dis la vérité. Donc, du coup, j'ai fait cette vidéo, là, vous savez quoi, Garrido, elle n'a plus jamais retweeté sur moi. Ça y est, elle m'a oublié de Garrido. Donc voilà, donc si vous voulez regarder ça, c'est sur ma chaîne YouTube Touche pas à mon flic, et vous verrez le témoin que j'ai qui a... Et encore, j'avais même une vidéo, et j'ai eu la courtoisie de ne pas la mettre. Pourquoi? Les films d'horreur, j'aime pas. D'accord, ça c'est dit. Juste un mot quand même, les représentants autoproclamés de la communauté gay pointent souvent justement la droite, ou ce qui est la même chose pour eux, l'extrême droite, comme principale menace pour les homosexuels en France. Quel est votre regard là-dessus, Bruno Natal? J'imagine que pour vous, comme s'agissant d'ailleurs des juifs, la menace elle est ailleurs. Oui, mais évidemment, tout le monde le sait. Mais après, voilà, tout ce qui est gauche, vous savez, toutes les personnes qui sont à gauche, de voir un homosexuel, qui n'a pas une plume et qui marche pas comme Vincent McDoom, ça les embête un peu. Pour eux, l'homosexuel, il doit être efféminé. Désolé, je suis un homosexuel très masculin.
paraît-il. Et donc, en plus, je suis avec M. Zemmour, donc du coup, voilà. Mais effectivement, tout ce qui est... Enfin, vous êtes avec M. Zemmour politiquement parlant, hein. C'est ça que vous voulez dire. Je pense que vous avez compris. Hein. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je pense que vous avez compris. Hein. Ouais, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Non mais voilà, mais tout ce qui est LGBT+, qui rentre dans les écoles pour dire à la petite Natacha de 12 ans si elle veut s'appeler Patrick, non, moi c'est pas ma cam du tout. Et donc voilà, donc on remet un peu les pendules à l'heure. Bon, pour clore ce sujet, on entend souvent parler aussi d'homophobie dans la police. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, ça ? Alors, je réponds tout le temps, quand vous faites 110 kilos, les homophobes sont pas très courageux. Par contre, j'ai été le spécialiste des victimes homosexuelles. Quand j'étais en police judiciaire sur le 9e, c'était assez marrant. Et là, je peux pas tout raconter, mais c'était assez marrant. Ah bah si, il faut en dire un peu quand même. Non, je peux pas. Pourquoi on faisait des très belles enquêtes. Parce qu'il y avait beaucoup d'agresseurs homophobes issus des minorités hein, qui agressaient et qui traitaient de sales pédés leurs victimes. Et donc c'est moi qui faisais les auditions, c'est moi avec un pote Eric aussi. On avait bien rigolé, ouais, on rigolait bien. Bon, alors nous allons en arriver donc à présent à votre émergence médiatique, hein, si vous le voulez bien, Bruno Natal, puisqu'au sein de la police, vous êtes engagé, vous l'avez dit, comme syndicaliste au sein donc de ce syndicat France Police Policiers en colère. Pourquoi cet engagement, Bruno Natal ? Alors, l'élément déclencheur, c'est l'affaire Zecler. On rappelle en 2 mots ce que c'était. L'affaire Zecler, vous savez, c'est le producteur qui s'est fait soi-disant agresser dans son studio. Et moi, j'ai découvert que c'était un montage qu'ils avaient monté, condensé, Loopsider, un site d'islamo-gauchistes, bras armés de Mediapart, et qui avait fait un montage et tout était faux. Et moi, j'avais vu la vidéo en entier, elle est encore en ligne, hein, vous tapez, vous allez sur Google. Tout était faux dans cette affaire ? Ah ouais, tout est faux, vraiment. Vraiment, c'est-à-dire que tous les coups qui se portent sont légitimes, ils mettent 6 minutes avant de porter le premier coup, vraiment, et vous verrez, et je vous invite vraiment tous à regarder aller sur la chaîne YouTube Touche pas à mon flic, regardez la première vidéo que j'ai faite, hein, où j'analyse tout ce qui se passe. Et vous avez jusqu'à Michel Zecler qui empêche les policiers de sortir, et vous avez un policier qui met ses 2 pieds sur la porte pour pouvoir faire sortir ses collègues, parce que Michel Zecler les bloque pour pas qu'ils sortent, parce qu'il a ses 9 potes qui arrivent. Et donc, quand j'ai vu ça, et de toute façon, à la limite, j'ai lancé une vidéo qui s'appelle Policier en colère et qui est sortie avant-hier. Et donc, allez sur Touche pas à mon flic et je raconte exactement l'histoire qui m'est arrivée. J'étais un policier lambda. Quand j'ai vu cette injustice, je me suis dit que ces policiers qui sont partis en prison, comme il y en a 2 qui sont partis en prison, il fallait se bouger. Et puis tous les autres syndicats m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Et comme M. Macron avait tweeté, plus personne ne bougeait. Et donc, un seul syndicat a dit... écoute, on va aider ses collègues, c'est France Police Policiers en colère. Donc Michel Touris, le secrétaire général, qui m'a dit écoute Bruno, on va les publier ces vidéos et puis rejoins-nous. Moi je déteste les syndicats, comme tous les flics, 90% détestent les syndicats parce que c'est tous les petits délégués, ils se battent pour nos collègues, mais dès que ça monte plus haut, les mecs jouent des coudes pour être dans le bureau du ministre et puis pour se servir avant de servir. Donc je voulais vraiment pas rentrer dans le syndicalisme et puis il m'a dit écoute, ta carte blanche, je te laisse faire ce que tu veux. Et tu vois un peu comment je suis, donc me dire moi fais ce que tu veux, c'est violent. Donc j'ai fait ce que je voulais. On a débunké l'affaire Zecler, on a débunké l'affaire Théo, c'est l'un des plus grands scandales, hein, l'affaire Théo. Hein. Le flic, ce qu'il a subi sur ce gars qui a menti sur les procès-verbaux, qui a jamais eu viol. Hein. Les gens ne le savent pas, mais il n'y a jamais eu viol. On rappelle un peu là aussi le contexte. La matraque dans l'anus, elle n'a jamais été dans l'anus. C'est M. Dupond-Moretti qui était son avocat mais tout est faux dans cette affaire, mais le pauvre flic, ce qu'il a mangé, mais c'est incroyable. Donc voilà, j'ai débunké aussi d'autres affaires, l'affaire Rodriguez. Monsieur Rodriguez, par exemple. Le gilet jaune. Le gilet jaune, c'est un menteur, Monsieur Rodriguez. Ah bon ? C'est quoi qu'il a éborgné pour vous ? Je croyais que c'était un tir... Voilà, tout est faux. Tout est faux, c'est officiel, la procédure elle est carrée. Monsieur il a bien été éborgné. Il a été éborgné par une grenade de désencerclement qui a été mise dans les mains du policier. Cette grenade de désencerclement, le jour où M. Rodriguez a été éborgné par cette grenade, toutes les grenades ont été enlevées des policiers, on a changé les grenades. Parce que c'était une grenade qui n'était pas chère, où on avait mis, où il y avait un petit morceau de fer, il y avait une chance sur 1 million de la prendre dans l'œil, il l'a prise. Et M. Rodriguez s'est mis entre les Black Blocs et les policiers. Malencontreusement, il a perdu son œil. Jusqu'à maintenant, M. Rodriguez, jusqu'à maintenant, il va dans les médias, il veut faire croire à tout le monde que c'est un tir de LBD. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu une intention de l'éborgner. Et la vie du policier, M. Rodriguez, la vie du policier, elle est finie. Voilà, moi je le connais ce policier, sa vie, elle est finie. Parce que M. Rodriguez, s'il avait un semblant bon, je ne vais pas dire le terme, mais c'est l'administration qui devrait attaquer. Parce que ce policier, il a jeté cette grenade de désencerclement, ils étaient attaqués par des Black Blocs. Et ce policier,
avait une grenade qui n'était certainement pas la meilleure, c'est-à-dire au niveau technique, elle ne devait pas être là, cette grenade. Voilà. Et ben, Monsieur Rodriguez, il devrait plutôt être aux côtés de ce petit flic qui a jeté une grenade dans sa carrière, qui l'a jetée légitimement, de façon professionnelle. Et Monsieur Rodriguez, vous le voyez dans tous les médias, c'est un LBD. Il le sait, hein, la procédure, elle est carrée. C'est-à-dire que vous avez des médecins qui vous disent ce n'est pas un tir de LBD, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Donc voilà, il faut se battre. Aujourd'hui, on est dans le monde de la com, et donc M. Rodriguez veut faire passer ce policier pour un tireur de LBD. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, donc à ce rôle de syndicaliste. Déjà, quand on est syndicaliste, est-ce qu'on ne perd pas un peu de vue le terrain quand même ? Tout à fait. Moi, ça fait 1 an maintenant que j'y suis. Et bien sûr, 2 ans, pardon. Ah oui, mais par exemple, moi, je propose qu'on puisse être délégué syndical que 5 ans. Parce que quand vous êtes délégué syndical, vous pouvez avoir votre grade tout de suite. À chaque fois que vous voyez un délégué syndical à la télé, il est major de police, il a le grade le plus haut. Parce qu'on a une voie royale. Moi, au syndicat, si je veux, je pourrais être aujourd'hui brigadier chef et l'année prochaine major. Mais j'ai refusé les grades parce que quand je suis rentré en syndicat, j'ai dit je vais pas faire ce que je critique aux autres. Donc du coup, je suis encore gardien de la paix, je n'ai aucun grade, alors que je pourrais être brigadier depuis 2 ans, brigadier chef l'année prochaine avec la nouvelle réforme, et major certainement dans 3 ans, dans 2 ans. Donc voilà, donc ce sont des gens qui se servent les syndicats de police et tous les syndicats. Vous connaissez une infirmière qui est contente des syndicats ? Vous connaissez le mec qui est à Orange qui est content de son syndicat ? Ce sont des gens. Alors les petits syndicalistes qui essaient de se battre pour le petit, oui, mais dès que vous montez en haut de la pyramide, ce sont que des... C'est comme les politiques, ils sont là pour se servir. Ils prennent des postes au Conseil économique et social à 4 000 balles par mois en plus. C'est que des magouilles. Voilà, ils sont là, voiture de fonction. Moi, on m'a proposé au tout début, quand j'ai sorti l'affaire Zéclair, voiture de fonction, 10 000 € pour les restos, passer mes grades hyper rapidement. Voilà, c'est que ça. Donc, mais là, vous parlez des autres syndicats, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors moi, j'aimerais revenir un peu à ce syndicat dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce syndicat ? Quelle est sa représentativité ? Donc, qu'est-ce qu'il représente exactement en termes de nombre ? Son positionnement ? J'ai lu dans les pages de journaux qui vous sont peu favorables que ce syndicat serait, je cite, ultra-droitier, ultra-minoritaire. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, Bruno Attal ? En gros, on met un pistolet sur la tempe de mes collègues. Les collègues qui veulent nous rejoindre dans ce syndicat, s'ils prennent notre carte chez nous, on va leur dire « Ah, t'es là-bas, eh bien, écoute, ton avancement, tu peux t'asseoir dessus. Et puis ta mutation, tu peux t'asseoir dessus. » Donc les collègues policiers ont une vraie pression. Tous les sondages nous disent que les policiers votent à 60-70%, voire même 80%, soit pour Marine Le Pen, soit pour Éric Zemmour, soit pour M. Dupont-Aignan. Comment se fait-il que ça ne se retrouve pas, qui sont plutôt mes idées, comment se fait-il que ça ne se retrouve pas dans leur vote syndical ? Personne ne se pose cette question. Parce que c'est des magouilles et compagnie. Vous voyez, par exemple, là, on est en pleine période électorale du syndicat. Donc, on m'envoie des photos. Les syndicats offrent des pizzas à mes collègues, ce qui est complètement interdit. Ils offrent, l'autre syndicat majoritaire offre des porte-cartes. Alors, pour voter, ils prennent la lettre. Ils viennent voir le policier, lui disent « Tiens, c'est la lettre pour que tu votes. Vous savez, il y a des codes. » Et donc, il lui dit « Tu veux pas que je t'aide parce que c'est compliqué. » Et il vote pour lui. Tout ça, on l'a dénoncé. On les prend pour des demeurés ou quoi ? Non, mais il lui met la pression, le délégué. Il lui dit, écoute, je vais voter pour toi, parce que si je vote pas pour toi, mon gars, ça voudrait dire que tu vas voter pour quelqu'un d'autre. Et le jeune flic, il se dit, attends, moi, je vois pas ma femme et mes gosses, ils habitent à Perpignan, moi je suis à Paris, et puis dans 3 ans, j'ai la possibilité de descendre, enfin vivre avec ma famille, je vais pas me mettre le syndicat à dos. Donc je dis rien, et puis je prends, voilà. Et c'est comme ça, c'est magouille. Et tous les collègues qui me voient, là, ils sont en train de jubiler, les collègues. Tous les flics qui me voient, là, ils font putain, mais balance, vas-y, balance. Ouais, mais les collègues, maintenant, c'est-à-dire, prenez votre téléphone et allez voter pour nous, et vous allez voir ce qui va changer. Par exemple, publiez ces chiffres. Les syndicats, c'est des millions d'euros de subventions, des millions d'euros. Ils ont donc l'obligation de publier leurs comptes. C'est une obligation. Ils ne le font pas. Le ministère de l'Intérieur dit rien. En parlant de ministère de l'Intérieur, on dit souvent que ce sont les syndicats qui tiennent justement ce ministère. C'est vrai ou c'est un fantasme ? Non, c'est une collusion. Ils sont copains. Bon, alors c'est les élections, ils vont sur le plateau télé en disant « Ah, il est méchant Darmanin, il est méchant Darmanin ». Enfin, Alliance a appelé à voter Macron en 2017. Il est très content que M. Darmanin continue. Hein. Ils ont carrément fait un communiqué de presse en disant qu'ils étaient très contents que M. Darmanin soit reconduit. Ils l'ont invité à sa fusion, c'est-à-dire que c'est très politique. Hein. Et puis le SGP, lui, il est plutôt à gauche. Il travaille avec la France Insoumise, mais discrètement. Linda Kebab, par exemple, voulait être
qui est l'une des représentantes du SGP, elle voulait être députée de la France Insoumise. Elle voulait arrêter les bacs. Voilà. Et donc, mais par contre, là, à la télé, oh, il est méchant Mélenchon, il est méchant Mélenchon. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent que la police nationale, et en particulier les syndicats, sont des repères de gens de droite ou même d'extrême droite? Moi, je suis pas un extrémiste, donc des fois, on me qualifie d'extrême droite. C'est quoi extrême droite? C'est être patriote, c'est aimer son pays, c'est quoi? C'est vouloir moins d'immigration, c'est quoi être d'extrême droite? L'extrême droite, ce sont des gens qui ne sont pas républicains, il n'y a pas plus républicain que moi. Donc, c'est cette sémantique pour essayer de nous discréditer et dire qu'on est d'extrême droite. Bah, en plus, ça marche plus parce que, hélas, les faits nous donnent raison. Donc, moi, ils peuvent s'amuser de me traiter d'extrême droite, franchement, ça. Pour terminer sur les syndicats, je vais me faire la voix peut-être de ceux qui nous écoutent, mais quand j'entends le mot syndicat, j'entends également magouille et compagnie. Est-ce que c'est aussi le cas dans la police? Vous avez des anecdotes à ce sujet ou je me trompe totalement? Que ça. Parce que les mecs qui sont mutés avant tout le monde, les mecs qui ont des grades avant tout le monde, et le ministère laisse faire, puisque, les majoritaires comme Alliance ou SGP resteront tout le temps majoritaires. Puisque c'est eux qui tiennent. Quand t'es flic, t'as besoin de monter en grade, pourquoi? Bon, d'abord pour la responsabilité, c'est humain, mais aussi pour avoir une meilleure paye et pour pouvoir emmener tes gosses à la fac. Donc du coup, ces syndicats tiennent tout. Donc comme le ministère de l'Intérieur leur a tout donné, alors là, ils ont fait une petite réforme il n'y a pas très longtemps. Ils disent ah non, ça y est, maintenant c'est plus. On a enlevé ça parce que c'est vrai que c'était trop de magouille. Alors c'est ce qu'ils font les syndicats. Ils font des pré-commissions, ils se réunissent entre eux. Ils disent bon alors toi celui-là là. Bon lui on le fait passer major. Et puis lui lui c'est mon pote. Voilà. Puis c'est que ça. Alors que nous on est pour une transparence. C'est une obligation d'avoir des tableaux. Maintenant il y a le net, il y a le numérique, ou même carrément de filmer carrément ces commissions de magouille. Mais là voilà, on va révéler pas mal de choses. Non, de toute façon, tout le monde sait que le syndicalisme, on a le pire syndicalisme d'Europe. Je crois qu'on n'a que 15% de syndiqués en France. Et nous, les policiers, on serait 80% de syndiqués. Pourquoi, à votre avis? Toujours pareil. Si tu n'as pas ton syndicat, tu ne muteras pas et tu n'auras pas ton galon. Alors, Bruno Attal, c'est avec cet engagement justement syndical que vous avez pris la lumière médiatiquement il y a un peu plus d'un an avec des prises de position fortes en faveur de la police et des policiers, mais également grâce à votre chaîne YouTube Touche pas à mon flic, que vous avez déjà cité. Alors déjà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous présenter cette chaîne YouTube ? Alors la chaîne YouTube Touche pas à mon flic, c'est une association de loi 1901. On ne gagne pas un euro. Et donc c'est pas loin de 50 000 abonnés, c'est ça, ouais, des millions de vues au sujet de la police, ce qui est quand même colossal. Comment vous expliquez ce succès? Parce que je dis des trucs vrais, et les flics s'y reconnaissent, et les gens découvrent pas mal de choses. Alors on débunk des affaires, et puis surtout on envoie du lourd. On dit tout ce qui se passe vraiment derrière, et je pense que ça intéresse les gens de savoir. Et puis en plus les gens s'y reconnaissent, parce que comme je dis, tout à l'heure je parlais des infirmières, mais toutes les infirmières se disent, mais frère, est-ce qu'on est vraiment défendu syndicalement? Le mec qui travaille chez Orange, vraiment il est défendu syndicalement? Donc il y a une réelle réforme à faire sur le syndicalisme, en se disant qu'on donne des millions d'euros à ces gens-là, des millions d'euros. Vous savez, par exemple, ils achètent des immeubles. Les parcs immobiliers, ils appartiennent aux syndicats. Enfin, c'est quand même fou. Donc voilà, et nous, on a des policiers qui dorment dans leur bagnole. Donc voilà, donc ça serait la réforme à faire, c'est le syndicalisme qui publie leurs comptes, qu'on regarde ce qu'ils font de notre pognon, parce que c'est le nôtre. On paie des impôts et ensuite c'est redistribué. Mais donc il faut, oui, sur la chaîne Touche pas à mon flic, on balance tout. Là, l'affaire Zecler, on a balancé. L'affaire Rodriguez, ce que je vous ai dit, je l'explique, encore une fois, tout ce que j'avance, on ne m'attaque pas en diffamation. Les seuls qui m'attaquent là, justement, c'est M. Mélenchon et Madame Garrido. Mais sinon, on ne m'attaque pas en diffamation, parce que tout ce que je dis, c'est vrai. Ils peuvent pas. Sur l'affaire Zecler, je l'ai prouvé. Sur l'affaire Rodriguez, je l'ai prouvé. Sur l'affaire Moussa, je l'ai prouvé. Sur l'affaire. Donc la chaîne, voilà. Et puis en plus, on a fait justement, par exemple, moi, j'aimerais inviter tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur mes stages de légitime défense. J'ai fait une vidéo où je mets le journaliste ou la personnalité ou le politique. On va en parler suite à l'affaire justement Daniel Guichard. Juste pour continuer sur cette chaîne YouTube, dans le cadre de cette chaîne justement, vous avez publié, c'était il y a 2 jours, ce vendredi 18 novembre, un film intitulé Policiers en colère, avec, outre vous-même comme acteur principal, si j'ose dire, le célèbre Jean Messiac. Nous avions eu d'ailleurs le plaisir de recevoir ici même. Il y joue notamment un commissaire de l'IGPN, institution avec laquelle vous avez d'ailleurs des problèmes, je crois. Je me trompe ou pas? Celui qui l'ouvre dans la police, il aura toujours des problèmes avec l'IGPN. On rappelle ce que c'est que l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale. Donc c'est la police des polices. Voilà, la police des polices. Ils vous aiment pas.
Bah, ils aiment même pas, bizarrement, la dernière fois que j'étais les voir, j'ai une commissaire qui vient me voir et elle me fait « J'adore vos vidéos ». Donc ça m'a fait vachement plaisir. Et après, c'est le pouvoir en place, parce que vous savez, moi je suis poursuivi pénalement, je ne suis pas poursuivi pénalement en rien. On me reproche rien pénalement. On me reproche du devoir de réserve ou le devoir de loyauté, ce qui est très flou et voilà, ça les arrange. Mais je reste dans les clous. C'est-à-dire, je reste dans les clous. Quand vous êtes délégué syndical, ce que je suis, j'ai le droit de dénoncer. C'est un peu justement, c'est un peu c'est votre couverture, quoi. Non, mais je sais bah, pas. C'est ce qui vous permet justement bah oui, sinon j'ai pas le droit de m'exprimer. prendre la parole. Ah mais si, par exemple, vous en avez un, il s'appelle Abdoulaye Kanté, donc c'est un policier. Alors lui, c'est le cireur de pompe. Dès qu'il y a un ministre, il a toujours sa boîte à cirage. Et donc il fait tous les médias. Et lui, il est même pas délégué syndical. C'est-à-dire, il a même pas le droit de parler. Mais comme il retweet que M. Macron, il remercie M. Castaner, il remercie M. Darmanin, alors on le laisse. Alors lui, c'est open bar. C'est open bar. Il n'est pas délégué syndical, le gars. Bon, il est chez Alliance, hein. Mais bon, il n'est pas délégué syndical. Bon, après, il aimerait bien avoir un petit poste, à mon avis. Il retweet les ministres, il fait des photos avec les ministres et tout, voilà. Alors, ce film-là, Ce film, donc Policier en colère avec Jean Messia, racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Bah, en gros, c'est toutes les questions à se tutoyer, peut-être. je sais pas, un coup je te tutoie, un coup je te vois. Allez-y, Bah, vas-y. Ce film, c'est la genèse. Non, on peut se tutoyer. En gros, c'est toutes les questions que tu me poses depuis tout à l'heure. C'est-à-dire comment je suis arrivé de flic à être assis sur ce canapé. Et donc, je voulais le montrer et voir tout ce que je subis, tout ce que je dénonce et toutes les attaques que j'ai, en gros, tout ce que je raconte là. Mais je voulais le faire sous forme de fiction pour pas que l'administration puisse m'attaquer. Parce que tu as le droit de faire des fictions quand tu es policier, tu as le droit c'est le seul métier à la limite que tu as le droit de faire avec l'enseignement. Donc du coup, je suis un acteur. Et donc je peux tout dénoncer, mais j'ai mis au début, bien sûr, que ceci est une fiction inspirée de faits réels, voilà. Donc voilà, et c'est vrai que moi j'adore... C'est quoi le message que vous souhaitez faire passer avec ce film ? Ah ben il faut le voir, c'est-à-dire c'est exactement ce que j'ai vécu pendant 2 ans avec les convocations IGPN, les coups bas des syndicats majoritaires qui ont voulu d'abord m'acheter et ensuite qui me font des croche-pattes, et puis de voir l'arrière-boutique de la police. Voilà, je vous montre l'arrière-boutique de la police, tout simplement. Voilà. Et donc les policiers la connaissent, donc c'est pour ça que je suis plutôt apprécié par les collègues. Et les gens, il faut qu'ils sachent exactement ce qui se passe et peut-être un jour changer ça, c'est-à-dire de travailler pour nos concitoyens, pour les victimes, et non pas pour faire des statistiques, pour mentir aux gens et pour... Bon, bah écoutez, en tout cas, on invite donc nos spectateurs à aller voir donc cette chaîne et ce film. Alors, au-delà de cette chaîne, vous avez également été remarqué, Bruno Attal, pour vos interventions médiatiques, notamment vos interventions dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. On dit souvent que dans les médias, la parole pro-police, elle n'est pas entendue. Est-ce que, quand même, honnêtement, vous n'êtes pas le contre-exemple, justement, finalement, de ça ? Parce qu'elle est entendue, maintenant, je suis blacklisté chez TPMP. Donc, j'allais vous demander justement ce que vous pensiez de Cyril Hanouna et de la polémique qu'il touche actuellement à propos de l'influence présumée de Vincent Bolloré, son ami qui est aussi actionnaire principal du groupe Canal. Alors d'abord, pourquoi vous êtes blacklisté ? Ouais, je suis blacklisté. C'est officiel, hein, puisque il me trouve il m'appelle pour faire venir d'autres personnes. Mais je dis, moi je peux y aller parce que je suis pas fan de l'émission, mais je pense que je peux défendre vraiment mes convictions et surtout essayer de toucher le public de Touche pas à mon poste, parce qu'il y a beaucoup de gamins de citer des gens comme ça, et j'ai envie de leur dire, les gamins, n'écoutez pas là, les chroniqueurs qui gagnent 1000 € par jour et qui se disent qu'ils sont dans le camp du bien. Voilà, ils sont là pour faire du pognon, comme Cyril Hanouna, il est là pour faire du pognon. Il a le droit, hein, tant mieux, il fait vivre des gens, mais voilà, c'est pas des gens qui sont bienveillants, ce sont pas des gens qui travaillent pour l'intérêt général. Moi, je travaille pour l'intérêt général. Vous diriez que Cyril Hanouna n'est pas quelqu'un de bienveillant ? Ah non, pas du tout. D'abord, il n'a pas de parole. Il m'a donné 3 fois sa parole qu'il viendrait tourner avec moi habillé en policier. Pour moi, l'image était très forte. Cyril Hanouna habillé en policier, venir avec moi et lui montrer la difficulté du métier, la difficulté d'interpeller un individu sans le blesser et sans se blesser. Donc je voulais ça. Et il m'a dit, ah, je te jure, il n'y a pas de problème, machin, mais je le ferai, machin. De toute façon, il y a encore les émissions. Et puis, plus rien, donc il n'a pas de parole. Donc c'est peut-être pour ça aussi, puis il a été nominé aux Anti-Flics d'Or. Et puis j'ai fait que ça, les Anti-Flics d'Or. Ouais, j'ai fait une cérémonie des Anti-Flics, les gens qui sont mal comportés avec les policiers. Ça m'a valu une convocation IGPN encore. Vous regarderez la vidéo sur Touche pas à mon flic, les Anti-Flics d'Or, où on remet donc Mélenchon. Bon. Enfin là, on peut comprendre quand même que Cyril Hanouna, il tire la tronche quand même si vous le chargez comme ça. Ah oui, mais bon, s'il veut aller dans son émission pour lui tirer les pompes, c'est sûr que c'est pas moi, faut pas m'inviter, c'est sûr. Maintenant, j'ai des griefs contre Cyril Hanouna, qui a pas de parole, mais après, moi, j'ai vraiment rien contre lui, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un chef d'entreprise, il fait vivre des gens, il veut du buzz,
Les gens en redemandent, parce qu'il cartonne, voilà, je suis content pour lui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui travaille pour l'intérêt général. Vous voyez ? Pensez quoi de cette polémique qui a eu lieu avec Lou Boyard ? Parce qu'on en a parlé, hein, de cette polémique. Non, voilà, bon. Il y a eu aussi du côté de Lou Boyard, enfin, il y a eu des plaintes de part et d'autre. Ce qui m'énerve déjà, c'est qu'on dise ah, on n'insulte pas un député. Non, on n'insulte personne, on n'insulte pas un éboueur. On n'insulte pas un flic, on n'insulte pas. C'est-à-dire pourquoi on insulte ? Oui, on n'insulte personne. Donc que Hanouna se soit emporté. Et il l'a regretté, hein, ça. Ouais, mais il le fait souvent. Il insulte aussi Anne Hidalgo, pourtant qui est vraiment un opposant politique. Mais voilà, on n'insulte pas les gens. Donc voilà, donc il a regretté, tant mieux. Après, l'autre, voilà quoi, il prend le pognon de Bolloré et puis après, il vient le critiquer. Donc faut être droit dans ses bottes, quoi. Voilà, mais après c'est la France insoumise. Hein. C'est la France insoumise. C'est que Garrido n'a pas retweeté pendant 3-4 jours parce que, bah voilà, quand même, on ne sait jamais, hein, ça paye bien les Bolloré. Hein. Donc voilà. Non, moi là-dessus, je donne plutôt raison à Cyril Hanouna. Mais après, voilà, il n'est capable d'inviter ce vendeur de cam quand même, parce que là, il faut le dire quand même, monsieur Boyard, le député, quand il était chez Hanouna, il dit, et on ne retrouve pas la vidéo. On retrouve juste le début de la vidéo qui dit « Oui, j'ai vendu de la drogue ». Et sauf que... Qu'il n'avait pas le choix. Oui, qu'il n'avait pas le choix. Mais sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que tout le monde pense qu'il vendait du cannabis. Comme si... Parce que finalement, il faut que ça soit moins grave. Mais moi, je ne pense pas qu'il vendait du cannabis. Parce que le cannabis, c'est quand même pas ce genre de mecs qui en vendent. C'est pas ces petits têtes de bourgeois qui en vendent. Et à un moment, Hanouna lui dit « Mais tu vendais quoi ?» Et là, il dit « Ah, mais je ne peux pas le dire parce qu'il y a la police qui regarde. » Il faut essayer de retrouver cette vidéo. Ce qui veut dire que Boyard ne vendait pas du cannabis, à mon avis. Il vendait des choses bien plus graves. Moi, j'irais plutôt sur des extasies ou des drogues de synthèse. Donc, peut-être que M. Boyard, alors, il a certainement brisé des vies, parce qu'en vendant de la drogue, on brise des vies, même du cannabis d'ailleurs. Mais peut-être qu'il a même du sang sur les mains, M. Boyard. C'est très grave, hein, comme accusation que vous portez là. Bah, c'est lui qui dit qu'il vend de la drogue. Et c'est lui qui dit « Je ne peux pas vous dire quel produit parce qu'il y a la police qui regarde la télé. » C'est lui qui le dit. Donc ça se trouve, moi je ne comprends pas, nous on a écrit au proc, hein, il doit avoir une ouverture d'information, il doit avoir, M. Boyard doit être convoqué par un procureur de la République, lui dire, monsieur, qu'est-ce que... Et en plus il dit, je connaissais un mec, il avait du gros. Je connais un mec, il avait du gros. C'est quoi du gros ? Bah, c'est vrai qu'il avait de la quantité. Donc voilà, donc ce député doit être au moins, il doit avoir une enquête qui nous dise ce qu'il a vendu. Ah, vous voulez dire que, suite à ces propos, en effet, il devrait le procureur dire doit se saisir de qui il parlait et faire en sorte qu'on retrouve déjà de savoir qui a du gros, parce que peut-être que ce mec qui a du gros, il en a encore, et peut-être qu'il fait beaucoup de mal à nos gamins, ou peut-être pas même des gens plus vieux. Donc ouais, ça serait bien de retrouver celui qui a du gros. Ça serait bien de trouver peut-être les victimes de M. Boyard. Il y a peut-être eu des overdoses, allez savoir. On ne sait pas ce qu'il a vendu. Et il dit, quand il lui dit, Hanouna lui dit, toi tu vends des granolas. Et ensuite, à la vidéo que j'arrive pas à retrouver, il dit, je peux pas dire quel produit je vendais, parce qu'il y a la police. Donc voilà, donc on a un député de la République qui non seulement est un dealer, donc là, il peut pas m'attaquer, hein, c'est lui qui l'a dit. Enfin, été, parce que là, c'était dans une vie passée, hein, ce qu'il laisse dire. Entendre, c'est quand il y a une période de sa vie, il le disait, pas le choix. Pourquoi il est revenu dessus ? Enfin, je sais pas. Il disait pas le choix, ça veut pas du tout dire que... Moi, je dis qu'on n'a pas le choix. Si tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent se mettent à dealer, et en effet, ça, c'est souvent une excuse qui est quand même incroyable, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, ça veut dire quoi de ne pas avoir le choix Quand vous avez un dealer en audition, c'est ce qu'il vous répond, et il vous répond tout le temps. Si c'est pas moi qui vends, ça sera un autre. Voilà, c'est tout le temps la réponse qu'on a du dealer. Donc voilà, donc moi j'invite un procureur à se saisir, à regarder, à demander la vidéo et de regarder. Et vous avez écrit vous-même ou Ouais, on a écrit, ouais, on n'a pas eu de réponse, ouais. Et vous n'avez pas eu de réponse ? Ouais, parce que... Comment vous expliquez ça ? Moi je travaillais à la brigade des stupes et on était spécialisés dans les overdoses mortelles. Moi des gamins j'en ai ramassé, des macabées, des gamins qui étaient morts j'en ai ramassé. Et on regardait la famille, on la regardait dans les yeux, on leur dit on va retrouver celui qui a vendu cette merde à votre gamin. On va le retrouver. Et on les a toujours retrouvés. Donc voilà, parce qu'on avait une police de moyens. Donc je ne sais pas ce que M. Boyard a vendu, qu'il s'explique, mais en tout cas dans l'émission, il lui pose la question, tu as vendu des granolas ? Il répond non, non, non. Il lui dit ah bon, mais qu'est-ce que tu as vendu ? Et là il dit je peux pas te dire, il y a les policiers qui regardent. Donc après c'est à lui c'est à lui voilà. C'est vrai que ça titille un petit peu la curiosité. Qu'est-ce que vous répondez à ce Bruno Attal qui vous considère plus aujourd'hui comme un showman que comme un policier
Vous-même, vous définissez comment, objectivement? Je toujours été comme ça, même quand j'étais flic. C'est un tempérament. Les deux sont conciliables? Ouais, moi je me souviens, des fois, Grande gueule et policier, c'est ça que vous voudriez dire? J'ai jamais pris de grade, et puis mes supérieurs hiérarchiques disaient, de toute façon, il est... parce que je faisais le boulot, donc du coup, il pouvait rien me faire. Mais comme il disait, on ne peut pas le maîtriser, enfin, il est, je ne sais plus exactement le terme. Incontrôlable. Incontrôlable. Non, pas incontrôlable. On n'a aucune on n'a aucune pression sur lui, parce que je ne mute pas et je ne demande pas de grade. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors, ils me refusent mes congés, des trucs comme ça, mais bon, ça c'est... Petite aussi... Juste raconter une anecdote, pour voir vraiment le personnage. Des fois, même quand j'étais en tenue, je faisais croire aux gens que j'arrêtais que c'était une caméra cachée. Donc on rigolait avec les gens, enfin voilà, non, moi j'adorais, donc oui, si je suis showman, pourquoi pas, mais j'étais showman aussi en tenue et on rigolait bien avec les gens, et puis... En parlant de rigoler et de caméra cachée, je crois que vous aviez d'ailleurs lancé une émission parodique de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, intitulée Touche pas à mon pognon, qui a été censurée à l'initiative du groupe Canal. C'était une info ça ou une intox? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'était passé? On est en procédure là, j'ai demandé... En gros, j'ai fait une émission qui s'appelle Touche pas à mon pognon, pourquoi? Parce que je pense que cette émission Touche pas à mon poste a fait beaucoup de mal aux policiers en faisant venir des pseudo-victimes, en général de la racaille, des gens qui sont très connus des services de police, déblatérer et jeter leur fiel sur les policiers. Et sauf que j'avais beau expliquer à M. Hanouna que on ne peut pas avoir la contradiction, puisque nous, on a un devoir de réserve et on respecte en plus les commissions rogatoires, ça s'appelle le secret de l'instruction. Donc on a un gars, donc il y a eu Zéclair, il y a eu Théo, il y a eu une autre racaille, voilà, que les racailles. Et donc, du coup, et je pense qu'ils étaient sincères, on a de l'empathie pour le mec qui dit « Oui, là, le policier m'a attrapé, il m'a violé, il m'a fait ceci », on a de l'empathie. Et donc, du coup, le TPMP a participé à ce police bashing. Alors, ce que j'ai fait, moi, tout simplement, c'est que j'ai travaillé sur toutes les affaires Ça m'a pris 1 an, cette vidéo, c'est pour ça que j'ai un peu là. Et donc, j'ai retrouvé l'affaire Zéclair, j'ai débunké, l'affaire Théo, j'ai débunké. Il y a une affaire où il y a un gars qui tweet des propos antisémites, racistes. Il fait pas le boulot à nous là. Il prend le premier qui arrive, il le met face à la télé et il dit « Vas-y, crache sur la police ». Et donc, moi, j'ai 6 affaires. Donc, ça s'appelle Touche pas à mon pognon, elle a été censurée. 6 affaires où je prouve, où je donne les preuves que les 6 sont mentis. Que les 6 sont mentis. Et donc... Mais où est le rapport avec ne le touche pas à mon pognon, là Parce qu'il fait ça pour le pognon. Enfin, quel intérêt d'aller inviter... vous vous rendez compte que Cyril Hanouna a fait venir sur l'affaire Chouviat le père et la fille de Chouviat, et il leur a mis la mort... Rappelez-nous un peu ce que c'est que cette affaire. L'affaire Chouviat, c'est un policier qui a interpellé Monsieur Chouviat qui est en scooter, et dans l'interpellation, Monsieur Chouviat est mort. Donc voilà, c'est très compliqué à faire une interpellation. Le policier s'est pas levé le matin pour tuer une personne, forcément. Il s'est étranglé apparemment avec son casque. Donc voilà, il y a une procédure en cours, le policier est anéanti. Mais d'après les vidéos, il a utilisé les gestes réglementaires. Et ce que je dis tout le temps, une interpellation, c'est dangereux. Vous mettez en danger quand vous voulez, vous ne laissez pas interpeller. Donc M. Chouviat s'est mis en danger. Il ne méritait pas la mort, évidemment. Mais encore une fois, il s'est mis en danger. Le policier a fait les gestes réglementaires. Vous faites du judo, vous faites de la boxe, vous verrez, il y a aussi des morts. Donc voilà, c'est la part infime du risque qui peut arriver. Et M. Hanouna a pris la vidéo du Chouviat qui est en train de mourir. Il est en train de mourir, Chouviat. Donc là, c'est la vidéo parce qu'il filmait en même temps. Et il demande à sa fille, à son père de commenter la mort de leur père. Mais c'est-à-dire, ça existe ça? Ah, il voulait des larmes, il voulait des larmes. Et donc on voit la gamine qui regarde son père en train de mourir en direct. Mais c'est ça cette télé qu'on veut. Donc du coup, moi, voilà, c'est l'une des affaires, encore une fois, que je balance en disant non. Alors dans la vidéo, vous parlez de la censure justement de votre émission parodique, vous expliquez qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression. Alors chaude sur l'occasion parce que c'est vraiment notre sujet ici dans Les Incorrectibles, la liberté d'expression, un sujet qui nous inquiète d'ailleurs le plus sur cette chaîne. D'abord, l'émission de Cyril Hanouna, là je vais me faire un peu son avocat quand même un instant, est-ce qu'elle n'est pas quand même, comme il le dit, le dernier refuge de la liberté d'expression sur les médias du mainstream, parce qu'il invite quand même aussi tout le monde, on peut quand même lui reconnaître ça. Il invite, quand j'y vais, moi j'y allais, il invite tout le monde. Quand j'y vais, il y avait combien de personnes contre moi? J'ai 8 personnes contre moi quand j'y vais. Quand Michel Zéclair, il y va, il a 8 tireurs de pompe. Est-ce que vous trouvez ça équilibré? Dans les chroniqueurs de Cyril Hanouna,
Vous avez combien de gens qui sont plutôt, qui pensent comme moi, c'est-à-dire comme 42%, on va dire, des Français, parce que Marine Le Pen a fait 42%, moi je suis dans le camp des patriotes. Bah, il invite beaucoup de représentants du camp des patriotes. Seul contre les autres. Seul contre les autres. Avec donc 8 fois moins de temps de parole, parce que vous avez 8 adversaires. Donc c'est pas vraiment équilibré. Et puis il le fait quoi? Pour l'intérêt général, vous pensez? Vous pensez vraiment qu'il le fait pour la liberté d'expression? Vraiment? Moi je pense qu'il le fait parce que ça buzz et que ça fait du téléspectateur, mais je ne pense pas qu'il le fait pour la liberté d'expression. Bah, à mon avis, s'il le fait, bah, tant mieux, oui, tant mieux. Non, mais bien sûr qu'elle a du positif, cette émission aussi. Mais je ne pense pas que Cyril Hanouna, il est capable de tout. Il est capable de tout pour buzzer. Bon, bah écoutez, vous avez en tout cas à vous entendre habiller Cyril Hanouna pour l'hiver. Hein, on verra, il va sans doute sûrement réagir. Enfin, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Une question traditionnelle. Juste de couper, mais qui le disent. Moi, je vais retrouver les vidéos s'il veut, où il me dit oui, t'inquiète pas, je vais venir avec toi en tenue. Et moi, je lui disais, c'était très fort. Pourquoi? Parce que Cyril Hanouna, c'est la passerelle entre les policiers et les gamins qui détestent la police. Et donc, il pouvait avoir une passerelle avec Cyril Hanouna. Et moi, c'est pour ça que je voulais le faire. Et tous mes collègues m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais moi, je travaille pour l'intérêt général. Et si je peux sortir ces gamins de la haine de la police et de leur expliquer qu'on est des gens comme vous, et ils le voient, voilà. Je trouvais que Cyril Hanouna, c'était bon. Et il m'a donné sa parole. Donc moi, un mec qui me donne sa parole, voilà, on se serre la main. Et, bon, en plus, j'ai des policiers. Personne ne voulait tourner avec lui. J'ai trouvé des policiers, ils ont arrêté leur congé parce qu'on devait tourner ça en mois de juin. Et le gars ne vous rappelle même pas, il n'a même pas la courtoisie de vous rappeler pour vous dire bon, écoute, finalement, j'ai pas envie de le faire, pourquoi pas à la limite. Enfin voilà. Question traditionnelle dans cette émission, donc on va clore l'épisode Cyril Hanouna un instant, enfin on va peut-être arrêter d'en parler. Question traditionnelle dans cette émission, quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en général, Bruno Attal, en France ? Est-ce qu'on peut encore tout dire? Parce que finalement, vous êtes la preuve, malgré tout, en dépit de tout ce qu'on dénonce, que vous pouvez dire pas mal de choses quand même. Ouais, mais on en perd tous les jours. On en perd tous les jours. On en perd quoi? On parle du vaccin. Non, alors sur cette plateforme, on va éviter, voilà. Parce qu'on va éviter de se faire striker. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis vacciné, tout ça, voilà. Ouais, mais on va surtout pas sur cette partie, en tout cas. Dans la deuxième partie, éventuellement, on pourra se lâcher, mais en tout cas, c'est pas là-dessus que je vous ai pas invité pour nous parler de ça, mais on pourrait en parler. On va parler de la liberté d'expression. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que comment vous expliquez la liberté d'expression, elle soit, en tout cas, beaucoup le dénoncent, aussi faible dans un pays dit des droits de l'homme? Bon, après, vous voyez par exemple YouTube, là je suis en train de poster ma vidéo, ils essaient de la striker. Alors ça c'est YouTube, c'est un petit peu différent, c'est pas forcément... vous parlez pas plutôt des mainstream ou... Ouais, je parlais plutôt pas forcément de YouTube parce que là ça relève d'un autre État, on va dire, c'est une boîte américaine qui a elle-même ses chartes, ses règles. Non, je parlais de la liberté d'expression sur général en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, pour la sauver, cette liberté d'expression, si tant est qu'elle soit en péril, ou pour la rétablir? Moi, du peu que je connais des journalistes et que j'ai côtoyés, je pense qu'un journaliste, il doit d'abord dire si c'est un journaliste militant ou pas. Il doit dire exactement à ses téléspectateurs, à ses lecteurs, voilà, moi je suis à Libé, c'est comme ça, je crois en ça, et surtout d'être objectif. Moi, tout ce que j'ai constaté depuis que je suis dans les médias, c'est que chacun défend sa chapelle. C'est un peu votre cas aussi, puisqu'on va en parler de votre engagement politique. Oui, bien sûr, mais moi je suis sincère, je ne triche pas. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes un journaliste du Parisien, donc normalement on se dit le Parisien, c'est quand même, voilà, c'est ni à droite ni à gauche, et voilà. Mais en réalité, le mec fait un papier sur moi. Le ministère de l'Intérieur, c'est un scandale, lui donne mon dossier personnel. Et il le dit dans l'article. Place Beauvau me donne les informations sur Bruno Attal. Et il fait un article comme ça sur moi, à charge. Moi, je pense qu'il y a un réel problème de journalistes. Les journalistes, par exemple, quotidiens, ils doivent dire, voilà, nous, on est de gauche, on est bobos de gauche, et puis voilà. Alors que Valeurs Actuelles ou CNews, par exemple, voilà, on sait où ils sont. Et si vous voulez un média de droite, vous regardez les médias de droite, vous voulez un média de gauche, vous regardez les médias de gauche. Mais finalement, c'est ceux qui sont au milieu et qui trichent. TPMP, par exemple, pour en revenir, c'est plutôt un média de gauche. Voilà, vous avez vu comment il tire les pompes à Mélenchon, Hanouna? Pas vraiment en ce moment, quand même, là. LFI, on peut pas dire que... Si, il a encore tiré les pompes en disant, oui, s'il ne tweete pas Jean-Luc, c'est parce qu'il pense que j'ai raison.
Si. Alors, venons-en, si vous voulez bien, pour finir sur cette partie sur YouTube, en tout cas, si vous voulez bien, justement, à votre parcours donc politique avec le Point d'Orgue, qui est votre engagement aux côtés d'Éric Zemmour et de son parti Reconquête pendant la présidentielle, la dernière. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, Bruno Attal, d'entrer dans l'arène politique et de perdre une certaine forme de neutralité que peut laisser présumer, malgré tout, le syndicalisme ? Pardon, ça s'appelle des convictions. Je pense que quand vous rencontrez... Il faut peut-être choisir. Vous démissionnez et puis vous faites de la politique. Je ne suis pas salarié de Reconquête. Je suis pas... et pourquoi on me demanderait à moi de démissionner ? Pourquoi on ne demanderait pas aux autres de démissionner ? Et puis c'est des convictions. Éric Zemmour, vous le connaissiez avant 2022 ? Non, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Non, moi je l'ai rencontré à Marseille et ça a été... d'abord, j'adorais ses positions, je trouve que c'est un monsieur très courageux. Et ensuite, on regardait, nous, dans notre syndicat, ce qu'on proposait, par exemple, sur la légitime défense, ça ressemblait énormément à ce qu'il proposait. Et puis moi, je suis un grand déçu de Nicolas Sarkozy. Moi, j'étais un fan de Sarko et je me suis dit, le seul qui mettra en route son programme, qui le fera, dont j'ai confiance, c'est lui. Et donc voilà. Et ça pourquoi Éric Zemmour et pas Marine Le Pen ? Vous en parliez tout à l'heure, par exemple. Ah, mais moi, je suis un grand fan de Marine Le Pen. C'est pour ça que tout le monde... Moi, j'adore Marine Le Pen parce que j'ai toujours voté pour elle. Et je trouve que c'est une femme courageuse. Après, ça s'est joué sur la personnalité d'Éric Zemmour, sur aussi son programme sécuritaire. Et moi, je vous regarderai tous mes tweets. Jamais j'ai critiqué Marine Le Pen et je la critiquerai jamais parce que d'abord, elle a une vie... je sais pas, mais je pense qu'avec le temps, on verra quand même que c'est une dame qui a vécu des choses un peu spéciales. Elle a vécu un attentat, elle tient un parti depuis longtemps. Alors on peut critiquer sa politique ou sa façon de faire, mais moi je pense que c'est une bonne personne. Voilà. Donc moi je suis à Reconquête avec Éric Zemmour, il n'y a aucun problème et je me battrai parce que je crois vraiment en M. Zemmour. Mais je n'irai pas critiquer des patriotes comme le RN ou comme M. Dupont-Aignan. Comment vous expliquez l'échec d'Éric Zemmour en 2022 à la présidentielle ? Concours de circonstances. Moi, je pense que justement, quand on parlait de neutralité des médias, c'est le vote. Et aux législatives également, puisque vous avez vous aussi. C'est une répercussion. Moi, je n'y allais pas pour gagner, mais c'est une répercussion. Il y a eu le vote utile. Là, je buvais un verre avec une dame. Fan d'Éric Zemmour qui m'interpelle et qui me dit je voudrais rencontrer Éric Zemmour, je l'adore. Et finalement, dans la conversation, elle me dit qu'elle a voté pour Marine Le Pen. Donc il y a eu un vote utile. Tout le monde a eu peur de voir Mélenchon au second tour. Et donc, moi, je pense qu'on a une base électorale minimum de 12-15 et qu'il y a eu un vote utile. Et ensuite, quand Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour, je pense que les gens ont voulu aussi, sur les législatives, faire un vote utile. Et c'est ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est un concours de circonstances. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai parlé avec Éric Zemmour il y a 3 jours, et c'est vraiment une belle personne. Voilà. Et je ne connais pas Marine Le Pen, je pense aussi que c'est une belle... Mais Éric Zemmour, vous savez, moi je voulais arrêter pendant un moment, parce que c'est vrai que c'est fatigant tout ce qu'on vous fait quand vous êtes devenu personnage public. Et lui, il a quand même quitté un super poste, il était journaliste, il est écrivain, et voilà, il donne tout pour la France, et donc c'est pas facile, franchement c'est pas facile. Et moi franchement en gros on peut pas lui enlever qu'il le fait pour l'intérêt général, parce qu'il était très bien, il était beaucoup mieux là où il était. Et ça, qui peut le contester ? On peut ne pas être d'accord avec ses idées, mais qui peut contester que Éric Zemmour fait ça pour l'intérêt général et pour la France ? Bon, écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin pour cette partie, du moins, sur YouTube. Merci Bruno Attal. On va remercier donc tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. Alors, vous le savez, c'est très simple. On va poursuivre cette émission dans un instant sur une autre plateforme. Alors, pour cela, rien de plus simple. On va vous demander de switcher de plateforme. Pour cela, juste cliquer sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. On va poursuivre cet entretien sans aucune censure. Alors, cette fois, vraiment, on va pouvoir parler totalement de tous les sujets dont vous voulez parler. Merci encore une fois à notre partenaire Kalos. On se retrouve donc pour ceux qui évidemment nous abandonnent à présent la semaine prochaine pour une nouvelle émission Les Incorrectibles, et comme je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles. À dimanche prochain pour ceux qui nous quittent, et à tout de suite pour les autres. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.